Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Et bonsoir à vous Thomas Cassillou. Vous êtes Bonsoir. en ligne avec nous, vous êtes député Ensemble pour la République, 10e circonscription du Rhône. Vous avez participé donc à cette réunion au ministère de la Défense avec François Bayrou, Sébastien Lecornu et des chefs d'état-major, des chefs de groupe et de parti. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous avez retenu de cette réunion? Alors, je n'y ai pas participé directement puisque je ne suis plus président de commission, mais c'était une réunion effectivement initiée par Sébastien Lecornu avec ses autorités militaires auxquelles a participé également le Premier ministre. Et le but, c'était que les grands chefs militaires présentent la situation telle qu'elle est aux présidents des différents groupes parlementaires. Donc à la fois le DGSE, donc sur la sécurité extérieure, sur les menaces qui pèsent sur la France, le chef d'état-major sur les garanties de sécurité, et puis également le directeur du renseignement militaire sur l'état du front ukrainien. Bon, alors il y a eu effectivement, d'après ce que j'ai compris, un grand panel de grands chefs à plumes, mais qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce qui en ressort? Alors, je peux pas revenir malheureusement précisément sur le contenu en tant que tel. On vous a pas dit? Si, bien sûr, mais ce qui s'est dit, c'est simplement que ça a permis aux chefs politiques d'avoir accès à des informations qu'on appelle diffusion restreinte sur l'état de la menace, sur ce qu'on peut faire, et également d'avoir de l'interactivité avec les grands chefs militaires. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que la représentation nationale soit totalement informée, puisqu'on aura à faire des choix importants dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et est-ce que la situation est grave, moyennement grave, très grave, pas du tout grave? Je pense que la situation est grave, puisqu'objectivement, on a le retour de la guerre en Europe et le désengagement de l'allié américain sur lequel repose beaucoup la défense collective de l'Union européenne. Donc, on est face à nos responsabilités. On est un ensemble de 450 millions d'habitants aujourd'hui qui doit assumer sa propre sécurité. Mais moi, pour ma part, j'ai toute confiance sur la capacité des Européens à y parvenir ensemble. Alexandre Malafaille, pour vous. La situation est quand même grave pour le moins. La question que je me pose, c'est est-ce que toute cette assemblée parlementaire réunie devant nos chefs militaires et nos patrons de services de renseignement n'ont quand même pas un regret de voir qu'on n'est nulle part actuellement, ni la France ni l'Europe, dans les négociations qui sont en train de se dérouler à Moscou et dans les négociations qui se sont déroulées la semaine dernière à Washington. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tous vos collègues parlementaires? Écoutez, on a eu un débat pas plus tard qu'hier sur une résolution de soutien à l'Ukraine. Il y a une forme d'unanimité, quand même quasi-unanimité, sur la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine. Aujourd'hui, les Américains... Non mais pardonnez-moi, monsieur le député, pardonnez-moi de vous couper, c'est pas ma question. Ma question, c'est, on est nulle part dans la négo, qu'on soutienne l'Ukraine, et que la posture soit de dire on soutient de manière inconditionnelle, très bien, mais le résultat, c'est qu'on est nulle part dans la négo. Vous en pensez quoi de ça? On n'y est nulle part pour l'instant, mais les Ukrainiens, on est en interaction constante avec eux, et bien entendu, les échanges qu'on a avec eux sont de fait autour de la table des négociations, et comme vous l'avez vu cette semaine, il y a notamment eu une réunion autour du président de la République d'une trentaine de chefs d'état-major des armées européens 33. Pour travailler ensemble sur les garanties de sécurité qui seront ensuite possibles en Ukraine. Donc de fait, on est bien présent, même si effectivement c'est une démarche initiée par le président américain. Vous êtes présent, mais vous êtes présent finalement à côté du motif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous cherchez à revenir, plutôt quand je dis vous, le président cherche à revenir au centre du jeu sans que finalement ni Donald Trump ni Vladimir Poutine n'aient beaucoup d'égards pour l'activisme de la France et de l'Europe. Et nous, on considère surtout que c'est aux Ukrainiens de déterminer eux-mêmes les conditions de fin de la guerre, les conditions pour arriver à la paix. Donc, ce qui est totalement, les deux acteurs qui sont extrêmement importants, ce sont les Ukrainiens et les Russes. Et au-delà des tables rondes officielles, vous vous doutez bien qu'il y a énormément d'échanges, à la fois pour appuyer les Ukrainiens pour obtenir les conditions d'une paix durable et travailler sur ce qui se passera ensuite. Est-ce que vous ne craignez pas quand même qu'on retrouve sur le territoire ukrainien ce risque d'avoir une zone grise de longue durée? C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à un accord complet sur la totalité des sujets. Les Russes resteront en embuscade pour plein de raisons. Et on aura finalement ce qu'on retrouve dans d'autres zones comme au Proche ou au Moyen-Orient. Ça continuera à bas bruit et ça va polluer la vie des Européens pendant des dizaines d'années comme un cauchemar, qui n'arrête pas. Écoutez, malheureusement, c'est une piste qui est possible. Regardez ce qui s'est passé quand l'Allemagne a été divisée.
effectivement, les Russes, au travers du RSS, ont été présents en Allemagne de l'Est. Mais vous savez, moi, j'ai confiance dans la capacité de la démocratie à rassembler d'une certaine manière, puisque les Ukrainiens de l'Est des territoires occupés vont voir leurs différences de vie en termes de liberté, en termes de niveau de vie par rapport à ceux qui sont restés en Ukraine. Et j'ai confiance qu'un jour, l'Ukraine retrouve sa pleine intégrité, comme l'Allemagne a retrouvé sa pleine intégrité. Nous sommes toujours en ligne avec Thomas Gassiou, député Ensemble pour la République de la 10e circonscription du Rhône. La défense et les questions militaires sont votre domaine, monsieur le député. Est-ce que aujourd'hui, finalement, dans cette Europe de la défense qui longtemps a été une chimère, elle l'est peut-être d'ailleurs pour certains observateurs aujourd'hui, est-ce que finalement la France n'est pas bien seule? Je prends pour exemple, puisqu'on vient de parler de l'Allemagne, le fait que les Allemands qui ont vu le parapluie américain se retirer, tout d'un coup se tournent vers la France en disant tiens, bonne pioche, finalement les Français vont pouvoir nous aider. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit une Europe de la défense? Vous savez, Jean Monnet disait il y a fort longtemps, l'Europe ne progresse que dans la nécessité et ne voit la nécessité que dans la crise. Et donc effectivement, malheureusement, l'Europe souvent, elle progresse parce qu'elle a un mur devant elle et qu'elle doit le franchir. Ça a été le cas pendant la crise sanitaire. C'est aujourd'hui le cas pour les questions de défense. Vous savez, les Européens, hormis la France, étaient tous très tranquilles avec la sécurité douillette des Américains. Aujourd'hui, le vrai fait marquant, au-delà de l'agression russe en Ukraine, c'est les Américains qui sont là et qui nous disent « nous ne viendrons plus vous protéger ». Et donc effectivement, ce que disent les Français depuis les années 60, qu'on peut être allié des Américains, mais qu'on ne peut pas miser toute notre sécurité sur eux, eh bien les Européens nous disent un peu « vous aviez peut-être raison avant les autres ». Et donc maintenant, effectivement, ils se retournent vers la France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Alors deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que les Américains, ils disent oui le lundi, non le mardi, oui le mercredi et non le jeudi. Donc ça, c'est quand même assez difficile à suivre. Vous l'avez remarqué comme moi. La deuxième chose, c'est que n'importe quel chef d'état-major vous dira aujourd'hui que dans un combat de haute intensité, on tient une semaine, peut-être 10 jours. Donc moi, je veux bien qu'on fasse le parapluie de la dissuasion également pour les autres pays européens, en commençant par l'Allemagne, mais ça va pas tenir très longtemps, cher monsieur. Alors, les échanges avec les Américains laisseront durablement des traces. D'une part, parce qu'il y a eu des annonces extrêmement fortes qui ont été faites par Trump qui remet en cause l'OTAN et l'article 5, parce qu'il se livre à une guerre commerciale extrêmement importante, parce qu'il menace même d'annexer des territoires européens, je pense au Groenland. Ouais. Et par ailleurs, je vous propose de reprendre confiance sur la capacité des 450 millions d'Européens à se défendre face à 150 millions de Russes. Nous avons, quand nous cumulons les dépenses militaires européennes, la deuxième armée potentiellement du monde. Et donc, oui, nous avons des lacunes puisque la plupart des pays européens se sont appuyés sur les Américains. Mais je peux vous dire qu'un pays comme la France, qui n'a jamais baissé la garde, a aujourd'hui une base industrielle et technologique de défense qui est parmi la meilleure au monde. Je vous rappelle que juste la France, on est les deuxièmes exportateurs mondiaux d'armement. C'est que nos Rafales, nos sous-marins, nos équipements de défense sont au meilleur niveau. Et donc effectivement, aujourd'hui, il faut cette prise de conscience européenne. Et là, en train d'avoir lieu, qu'on est capable de se défendre tout seul. Sur l'équipement, je vous suis, mais sur les munitions, c'est quand même autre chose. Alexandre Malafaille. Oui, puis sur la question des moyens qui reste absolument fondamentale. Mais au-delà de ça, les Américains et Donald Trump sont des négociateurs. À partir du moment où ils vont claquer des doigts et revenir voir chacun des pays européens pour dire, bon, écoutez, maintenant on a réglé le problème en Ukraine, on va reprendre nos relations as usual et vous allez continuer à venir manger dans notre main, il y a un vrai risque. Et ils auront quand même une capacité de nous diviser. Et en plus, on n'a pas beaucoup de moyens, y compris financiers. Et en plus, on est totalement endettés les uns et les autres. Donc là, la possibilité qu'ils reprennent la main sur l'Europe et qu'ils continuent comme avant est quand même très forte. Il faut 15 ans. Il faut 15 ans pour faire une base européenne de défense totalement autonome. Réponse de Thomas Gassiou. C'est possible et on espère que les Européens seront instruits par l'expérience de ce qu'ils ont vécu. Et je pense que réellement, pour ma part, au-delà de Trump, il y a un vrai pivot asiatique des Américains. Et j'allais même vous dire, je pense que Trump ou Kamala Harris, au fond, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça fait 15 ans que les Américains nous disent qu'on doit assurer nous-mêmes notre propre défense. Trump le fait avec sans doute plus de brutalité que n'aurait fait Kamala Harris, mais ce mouvement, il est bien engagé. Et concernant nos capacités de défense, effectivement, aujourd'hui, il nous manque de la masse militaire, mais nous avons gardé une dissuasion totalement crédible, nous avons gardé une technologie de nos industries de défense, et nous avons gardé des capacités expéditionnaires. Aujourd'hui, collectivement, il faut qu'on arrive à retrouver cette masse nécessaire
pour nous défendre intégralement. Dernière question de Raphaël Steinville pour vous. Oui, vous parlez de cette Europe de la défense que vous voulez voir progresser. Si l'AfD l'avait emporté en Allemagne, est-ce que vous tiendriez le même discours? En d'autres termes, est-ce que finalement la défense ne peut être d'abord et uniquement que nationale? Il y a une partie qui doit rester nationale. La dissuasion est et restera totalement nationale. Elle est conçue en France, elle est pilotée en France, elle est armée par des militaires français et c'est le président de la République française qui décide. Pour autant, au niveau industriel, on peut avoir des coopérations, même en gardant chacun nos armées. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai présidé la commission de la défense, j'avais notamment le groupe Rassemblement National dans la commission. Le Rassemblement National est le premier à dire, me semble-t-il, que compte tenu des investissements à faire pour rester au niveau technologique, on a besoin de coopération entre les États. Donc, vous voyez, le consensus est pas loin sur ces sujets. Et encore une fois, gardons confiance. Nous pouvons avoir confiance sur la capacité des Européens à se défendre. Et la France, on a un rôle singulier à jouer pour les accompagner dans cette voie-là. Merci Thomas Gassiou d'avoir été avec nous, député Ensemble pour la République du Rhône et spécialiste de la défense. 20h26 et nous on revient dans un instant avec Raphaël Steinville et Alexandre Malafaye. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez.